Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'AxOpen. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut à tous et bienvenue dans le podcast AxOpen. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu moins tech que les derniers, mais super important pour les débuts de carrière des développeurs parce qu'on va parler du recrutement. Donc il y a bien sûr 1000 manières de recruter et de se faire recruter. L'idée aujourd'hui, c'est de vous faire entrer dans les coulisses du recrutement chez AxOpen et de vous partager quelques astuces pour décrocher un job de développeur. Donc à vos profils LinkedIn, c'est parti. On retrouve aujourd'hui la team du jour. Donc on a Philippe, notre Javaman aigri. Je suis pas aigri. En 2024, je suis plus aigri. Il faut changer ce... Arthur, JavaScript Lover. Bonjour, bonjour. Solveig, alias Soso. Bonjour. Quentin, gourou Microsoft. Bonjour. Théo, dénicheur de News IT. Hello. Et Camille, la présentatrice qui passe aujourd'hui de l'autre côté du micro. J'ai un peu la pression du coup. Salut. Donc on va commencer par définir le métier de développeur. Qu'est-ce que c'est d'être développeur aujourd'hui ? Comment ça a évolué ? Et qu'est-ce qu'un bon développeur selon Philippe ? Allez, tout. Pose ta question. C'est une question en plus. Qu'est-ce qu'un bon développeur ? C'est une question que je pose en interview, en fin d'interview généralement, et c'est pas une réponse si simple que ça. C'est vrai. Alors qu'est-ce que basiquement est un développeur ? On va prendre une réponse standardisée. Un développeur, c'est quelqu'un qui travaille derrière un ordinateur et qui produit du code source, généralement pour faire des applications. Mais le code source, il faut l'entendre au mode large, puisqu'aujourd'hui, dans le métier du développement, il y a des gens qui font du code, purement du code, il y a des gens qui font du DevOps, il y a des gens qui font de la sécurité, il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, comme on a une tendance où tout devient code, on en a souvent parlé à ce micro, en fait, le terme développeur, il est un peu galvaudé, mais il veut dire tous ces gens qui vont être derrière un ordinateur et qui vont travailler et faire en sorte de faire des instructions que des machines ou des systèmes puissent en comprendre. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait remettre derrière le terme de développeur aujourd'hui. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a un prérequis de formation pour faire ce job ou un niveau d'études ? Comment ça se passe un petit peu quand on veut se lancer ? Alors, il n'y a pas de prérequis, n'importe qui, et c'est un des grandes puissances de l'informatique, c'est que n'importe qui a un ordinateur peut être développeur, et ça c'est une des grandes forces, et on l'a dit souvent à ce podcast, il y avait beaucoup de développeurs dans les années 2000 qui se sont créés eux-mêmes, puisqu'ils avaient accès justement à toute cette information, et donc il y a une grosse communauté d'informaticiens qui ne sont pas des gens qui ont été formés forcément par des écoles. Il faut se rappeler que les écoles d'informatique, c'est venu finalement assez tard dans le cycle du développement. C'est toujours pareil, vous avez une nouvelle technologie, puis les écoles viennent à rattraper un peu ça. Néanmoins, aujourd'hui, la filière de la formation s'est structurée en France et il y a des écoles qui forment du développement ou à des informaticiens au sens large. Et il y a des... Alors, tu veux qu'on les cite peut-être ? Ah bah on peut y aller. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a vraiment les écoles premier niveau, type genre tout ce qui est autour de l'IUT, du BTS, qui sont des diplômes solides dans le monde du développement. Et après, vous avez tout l'univers du Bac+5 où c'est un peu plus fouillu, parce que vous avez plein d'écoles qui sont des écoles plus ou moins reconnues par l'État ou vraiment reconnues par l'État avec des vrais diplômes d'ingénieurs qui forment soit des vrais ingénieurs informaticiens pour faire du développement ou qui forment à différents métiers, du consulting ou même jusqu'à la gestion de projet et compagnie. Donc, au niveau du Bac+2, c'est un peu plus net. Au niveau +3 maintenant. Mais au niveau du Bac+5, il y a un peu un fourre-tout dans les écoles. Donc, il y a plein de manières d'accéder au métier du développeur. Et en même temps, il y a tous les gens qui sont autodidactes ou qui sont en reconversion. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez florissant, la reconversion en informatique. Des gens qui n'avaient pas forcément un diplôme d'informaticien, mais qui vont, par une passerelle, par des formations type Le Wagon ou d'autres, faire 6 mois, 1 an de conversion au métier de développeur et devenir développeur. Ok. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a donné envie de devenir dev autour de la table ? Arthur. Pour moi, ça fait pas rêver. Hein. T'es un développeur. Ouais, je suis pas juste podcast. Je fais pas juste les podcasts. Non, moi, ça fait pas rêver. Hein. Moi, j'ai toujours eu du mal à savoir ce que je voulais faire dans la vie quand je faisais mes études. Et en fait, je m'étais retrouvé dans un DUT GE2I. Donc, c'est génie électronique et informatique industrielle. Et en fait, la seule matière qui me plaisait dans ce DUT, c'était le C, la seule matière d'informatique qu'on faisait. On faisait du VHDL aussi, mais ça fait plaisir à personne. À mon épouse. Ceux qui connaissent, voilà, une personne. Et donc, la seule matière qui me plaisait, c'était le C. Et donc, je me suis dit, toute l'électronique et l'électricité, ça me saoule au plus haut point. Et donc, je suis parti faire un BUT. C'était quoi avant ? DUT. Un DUT informatique en 2 ans. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis arrivé dans ce monde comme ça. Mais sinon, avant, je n'en avais jamais fait avant mes 21 ans, 20 ans. Okay. Plutôt 19. Bref, voilà. Ok. Solveig ?
Moi, c'est encore plus tard que toi, Arthur, vu que moi, j'ai fait une reconversion, pour le coup, comme en parlait Philippe. Moi, j'ai fait un DUT sur une année spéciale, donc vraiment reconversion après des années d'études dans tout autre domaine. Et maintenant, j'ai fait à Axopen 3 ans de développement, et là, je suis à 3e année de gestion de projet, donc on voit aussi qu'à Axopen, on peut évoluer dans plein de branches différentes. Okay. Théo ? Moi, du coup, ça remonte lycée. On va dire que j'ai découvert avec les cours de maths où on faisait des petits programmes sur calculatrice. Et c'était une des seules choses qui m'intéressait vraiment. Donc, du coup, je me suis orienté là-dessus, STI 2D plus DUT et poursuite d'études, quoi. Ok, Quentin ? Moi, j'ai commencé assez tôt parce que j'ai toujours aimé bidouiller avec un PC. Mon grand-père étant dans l'informatique, du coup, j'ai toujours essayé de bidouiller avec des Arduino, ce genre de choses pour m'amuser. Et très vite, plus ça a évolué, plus je m'attaquais à des serveurs. Et puis finalement, je me suis dit, ce serait peut-être l'étude qu'il me fallait. Donc, je suis allé dans un BTS parce que je voulais rapidement être sur le marché du travail. Donc, voilà, après un BTS, je suis arrivé à Axopen, il y a 8 ans. Ok. Et Philippe, pour terminer ? Moi, j'ai commencé plus tôt. À 5 ans, c'est... J'ai commencé à 12 ans. J'ai fait le parcours classique des gens de ma génération. C'est-à-dire à 12 ans, on a commencé à formater les ordinateurs. À l'époque, c'était un truc compliqué. Construire sa machine et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, on était au tout début d'Internet. On avait des modems 33.6 et 56K. Donc, c'était vraiment le tout début. On essayait d'apprendre. Et du coup, j'ai appris à programmer vers 13-14 ans tout seul. Moi, j'ai vraiment parti de cette partie-là. De cette génération-là. Et puis après, du coup, moi, ça a été une vocation depuis toujours de faire de l'informatique. Donc, je n'avais qu'un objectif, c'était faire du développement. C'est beau. Du développement. C'est notre gourou, hein. Assez simple comme manière de penser les choses. Des profils et des parcours très différents. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans le podcast. On va revenir sur le recrutement. Est-ce qu'on peut faire un point un peu sur le marché actuellement du recrutement, le contexte pour les développeurs ? Est-ce que ça recrute fort ? Comment ça se passe ? Camille ? C'est pour moi, tiens. Donc tu parles. Le contexte du métier du développeur, alors nous, il faut bien comprendre qu'on est principalement, donc Philippe disait, il y a plein de types de développeurs qui existent. Ici, chez Axo, on va parler, je pense, essentiellement de ce qu'on connaît. Nous, pour le coup, on est plutôt sur tout ce qui est développement d'applications sur mesure. Donc, on va être sur des personnes qui vont faire tout ce qui est Java, tout ce qui est .NET et aussi Angular, etc. Donc tout ce qui est dev back front. Et pour le coup, dans ce secteur-là, il y a eu un énorme essor et on est encore en pénurie en réalité sur ce marché parce qu'il y a eu finalement beaucoup de demandes de la part des entreprises et pas beaucoup de gens qui sortaient des écoles parce que finalement l'informatique c'est un métier relativement jeune. Et pour autant, là, en ce début d'année, il y a une conjoncture un petit peu plus compliquée où le marché au global, mais je pense qu'on voit ça au niveau de toutes les entreprises, est un petit peu plus frileux, on va dire. Donc, ce qui fait que le marché est un petit peu plus, s'équilibre un peu. Mais on saurait dire comment est-ce que ça va virer parce que le marché du recrutement, ça va, ça vient. Mais globalement, ça reste un milieu où il y a du boulot pour les développeurs. Ça reste un marché porteur aujourd'hui. Après, avec ses froids parfois, quoi. Ok. Justement, on va passer à la deuxième partie de ce podcast autour des candidatures. Quelles sont les grandes étapes quand on cherche un job ou un stage en tant que dev ? Historique, quoi. On en a parlé, t'as parlé des années 2000 et tout. C'est historique. Je pense qu'il y a un truc qui a changé quand même, et je voulais le noter, c'est que historiquement, donc il y a 15-20 ans en arrière, c'est le moment historique. C'était beaucoup plus facile de recruter des développeurs pour une raison très simple, c'est que les développeurs qui étaient sur le marché étaient des gens qui étaient passionnés de développement. Et donc du coup, finalement, on prenait n'importe qui et ça faisait l'affaire parce qu'ils étaient tous à peu près équivalents. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans le monde de l'informatique avec beaucoup plus de métiers. Et on a des gens de parcours différents et qui ne sont pas des informaticiens, j'ai envie de dire, pur jus comme à l'époque. Et donc, du coup, le devoir de sélection, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce podcast, il a bien changé par rapport à il y a 15 ou 20 ans en arrière. Moi, quand j'ai recruté les premières personnes, c'était tous des informaticiens qui avaient bidouillé dans leur chambre. Donc, en fait, on savait ce qu'on achetait. Aujourd'hui, c'est un peu plus touchy de faire la part des choses et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. Et du coup, je te relaisserai introduire, excuse-moi Claire, le sujet. Justement, quand on prépare une candidature, quelles sont les grandes étapes, quelles sont les questions à se poser, comment est-ce qu'on se lance dans la recherche d'un job de dev ou d'un stage un petit peu en amont quand on est encore étudiant ?
Je vais prendre le point, mais je pense que la première chose, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Et tu le disais, le métier de développeur, il a évolué, il s'est même peut-être complexifié, enfin, en tout cas, il a beaucoup changé. Et du coup, il existe pléthore d'offres avec plein de choses dedans. Je pense que la première question, mais je pense, dans tout job, c'est pas que les développeurs, c'est de se poser la question de qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, quoi, vraiment. Parce qu'on passe 35 heures minimum par semaine au boulot, il faut que ce soit bien. Il faut que ce soit bien, franchement, que vous soyez content. Donc, il faut se poser la question de ce que vous avez envie de faire. Et moi, je recommanderais au maximum d'aller vous nourrir de ce qui se fait, d'aller voir ce qui se fait dans des boîtes, de discuter avec des gens, avec votre réseau, etc. De voir ce qui est vraiment derrière le métier. Parce que potentiellement, tout le monde, je pense qu'on a tous, même vous, autour de la table, à un moment donné, idéalisé, même moi, je viens du monde du market, à un moment donné, j'avais des étoiles plein les yeux en pensant des choses, etc. Puis finalement, on se rend compte que quand on arrive dans la réalité des terrains, c'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ce job de creuser un petit peu ça. Et après, en informatique, vous avez différents types de boîtes. Vous avez, il y a le style un peu ESN finalement, où on est des missions de 6 mois, 1 an, etc., porté chez les clients, donc c'est un style de vie. Il y a aussi des boîtes un peu plus comme la nôtre qui travaillent un peu plus en mode projet au sein des boîtes, et ça c'est 2 choses différentes, et il faut se poser la question de quel est le modèle qui vous convient le mieux. C'est vraiment des ambiances, des carrières différentes, et ça pour le coup, à mon sens en tout cas, il faut se poser vraiment toutes ces questions-là avant de se dire j'y vais, quoi. Et après, faites de la veille à fond, allez voir ce qui se... que ce soit sur les sites internet, les salons étudiants, via vos profs, votre entourage, un petit peu, voilà, qu'est-ce qui finalement existe, et faites-vous vos propres avis, surtout, j'insiste sur vos propres avis. Prenez pas l'avis des autres et allez regarder un petit peu, quoi. Ok. Et est-ce qu'on a plutôt intérêt, en tant que dev, à se spécialiser dans un seul langage ou dans un seul domaine ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent ? C'est pas une réponse facile, cette question, puisque ça va dépendre vraiment du profil de la personne. Nous, clairement, chez AxOpen, et de manière générale, on a envie d'avoir des informaticiens, ce bon vieux terme, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire plein de langages différents et qui sont capables de passer de l'un à l'autre. Néanmoins, ce type de profil-là ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous êtes en reconversion et que vous avez 40 ans, ce qui n'est pas mon cas. Mais presque. Et que vous êtes en reconversion, c'est vrai que devenir un full stack, toutes les technos, maîtriser tous, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Donc là, en termes d'employabilité, il va peut-être plutôt falloir mettre le focus sur une techno que vous maîtrisez, que vous aimez bien et qui soit vendable là-dessus. Après, si vous êtes jeune et en début de carrière et que vous êtes un informaticien en devenir, non, il ne faut pas se spécialiser. Même vous spécialiser trop tôt, c'est l'assurance que vous serez inemployable à 35 ans. Pourquoi ? Je le redis, je le répète, les technos qu'on fait quand on rentre dans le début de carrière n'existeront probablement plus dans 5 ans ou 10 ans. De ma petite expérience, j'ai déjà fait 3 ou 4 technos, donc si je citais le nom ici, personne ne connaîtrait, parce que c'était la mode du moment et compagnie. Donc non, ne vous spécialisez pas, n'essayez pas de vous spécialiser, et en plus, il n'y a pas de valeur commerciale à être spécialisé au-delà de 3 ou 4 ans. Alors, on ne paye pas plus cher un ingénieur informaticien, un développeur Java qui a 3 ans d'expérience ou qui a 15 ans d'expérience, ou en tout cas, si on le paye plus cher, c'est très, très, très faiblement plus que par rapport à toutes ces années d'expérience. On aura plutôt tendance à payer plus cher quelqu'un qui a fait 4, 5, 6 technos, qui a plein de cordes à son arc et qui est capable d'adresser des problématiques multiples dans le système d'information. Ok. Le COBOL existe toujours, Philippe. Le PHP aussi. Je sais qu'il aimerait bien que ça disparaisse, mais malheureusement... Ça existe encore. Ouais, il paraît. Et bientôt le concept de classe. C'est un typage qui marche. On est à ça. On est à ça d'avoir un langage comme le Java. Non, mais aujourd'hui, c'est JavaScript qui bientôt va découvrir ça. Et est-ce que c'est important pour vous d'avoir un objectif, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de devenir chef de projet comme toi, Solveig, ou est-ce que en début de carrière c'est pas si important? Pour moi, c'est une conviction personnelle. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'objectifs dans la vie pour pouvoir avancer. Et il y a Arthur. Il y en a d'autres, voilà, comme moi, qui la petite routine, tout ça. Non, mais je pense que il y en a qui ont besoin d'objectifs très forts, il y en a qui ont aussi des envies d'évolution très fortes, qui sont très carriéristes, et qui ont besoin de ça pour avancer. Et il y en a d'autres où ils vont avoir leur routine, un projet sur lequel ils sont bien, où ils savent qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont besoin de faire, et ça va leur aller. Donc je pense que ça dépend des profils. Après, si on veut vraiment, entre guillemets, évoluer dans son métier, oui, il faut, entre guillemets, viser
un peu plus J'allais partir sur viser la lune. J'étais à 2 doigts. Hein. Mais je me permets, Arthur, je pense qu'en fait, il faut être très clair sur ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, ce que dit Arthur là, c'est de se dire, moi, en fait, j'ai envie d'être développeur et d'être super bon dans mon métier, et j'ai pas d'envie plus que ça. Enfin, et c'est tout à fait, remarquable. En fait, ce qui rend les gens malheureux dans le domaine du travail, c'est quand leurs attentes sont pas alignées avec leurs vraies ambitions. C'est-à-dire que globalement, ils se rêvent quelque chose qu'ils n'ont pas, ni les compétences d'être, ni l'envie d'être. Je prends souvent l'exemple du gars qui veut être un super expert, un tech leader et compagnie, puis en fait, dès qu'il y a un tout petit peu de stress, de pression, il s'évapore, quoi. En fait, c'est juste que tu n'es pas aligné avec ce que tu as envie de faire. Et je pense que le plus important, c'est pas d'avoir une vision carriériste ou une vision très très loin, c'est d'être bien aligné entre ce que j'ai envie de faire, les ambitions que j'ai, et ma volonté et ma capacité à l'être. Après, je pense qu'il y a aussi une vraie difficulté, c'est que, je pense qu'on est tous passés par là, mais quand t'as 20, 22 ans, t'arrives pas à voir à 30 ans devant, tu vois, c'est un petit peu compliqué, donc je pense que c'est surtout qu'il faut... et c'est quelque chose qui se construit, et encore une fois, en entreprise, ça se construit aussi. Je pense qu'il faut juste se dire surveiller le fait qu'on puisse avoir des portes d'évolution. Et ensuite, je pense qu'on se construit avec l'expérience en se disant, finalement... j'aimerais plus aller vers là, c'est une question d'opportunité aussi, je pense. Des fois, on va nous proposer des trucs, on va tester des choses qu'on va aimer et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein. Moi, pour être avoir vu pas mal de gens qui cherchaient des stages ou des attentes, même en début de carrière de CDI, c'est vrai que les premiers 2-3 ans sont clairs, et après... Alors, il y en a qui sont effectivement très fixés. Après, je pense que c'est des questions de perso aussi. Il y a des gens qui sont ultra cadrés, qui arrivent à voir loin. Et d'autres où, ils se retrouvaient, je veux pas dire pas là par hasard, mais en tout cas, la lumière était allumée. C'était chouette, mais c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut y penser. Il faut y penser, par contre, c'est important pour effectivement être heureux après, je pense. C'est bon, et là, on change de podcast. 3e partie, comment être heureux. Ce sera l'objet d'un autre podcast. Donc une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et qu'on y voit plus clair sur ce qu'on a envie de faire, on a trouvé une offre qui correspond, c'est super. Alors qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'il faut préparer comme élément en tant que dev pour envoyer sa candidature ? Alors, je pense que le truc, aujourd'hui, on a en recrutement, alors ce qu'on va dire ici, ça concerne essentiellement nous, parce qu'il y a 1000, tu le disais en intro, Claire, mais il y a 1000 manières de recruter. Ça va être excessivement dépendant des entreprises et des recruteurs, et c'est beaucoup d'humains finalement. Mais ce à quoi vous passerez quasiment jamais à travers, c'est le CV. Aujourd'hui, c'est la meilleure manière qu'on a d'avoir quelqu'un. Alors, généralement, c'est un CV papier PDF. Il y en a qui tentent le CV vidéo, qui tentent le CV site web, ça se fait beaucoup côté dev. CV site web, ça passe bien. CV vidéo, compliqué, ça peut se tenter, mais c'est un peu plus chaud. Mais sinon, le bon vieux CV papier, là-dessus, c'est le conseil que j'ai, si je dois en donner 2-3 là-dessus, c'est d'avoir quelque chose sans faute d'orthographe, si possible. En plus, maintenant, il y a des chats GPT qui permettent d'éviter un petit peu ça. Pour le coup, ça fait la diff. Après, c'est surtout d'avoir des informations qui sont claires. En vrai, il y a parfois des CV où il y a trop d'informations, où on s'y retrouve pas. Le tout, c'est d'avoir des rubriques formation, projet, civil, etc. Enfin bref, qui soient clairs pour qu'on puisse, en quelques coups d'œil, vite se rendre compte de votre profil. Ce qu'il faut voir, c'est que côté recrutement, il y a énormément de CV qui arrivent. Donc, faut Tu peux donner des chiffres de combien on en reçoit par jour ? Ou par an, par jour, j'ai pas, mais nous, on a eu à peu près 2000 candidatures, tu vois, sur une année. Donc, t'imagines le nombre de CV que tu dois passer. Et, et en plus, c'est souvent par saisonnalité. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'un jour, tu vas lancer une offre et que tu vas en avoir 30 dans la journée. Si t'en as 30 dans la journée, à un moment donné, tu peux pas passer, en vrai, 20 minutes d'études derrière chaque cas, etc. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et donc, il faut aller vite. Et du coup, sur l'étude des CV, alors, vous n'êtes pas des designers en dev, on le sait très bien. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous démarquer avec un design incroyable. C'est pas ce qu'on vient rechercher, mais par contre, que les mots-clés, les choses que vous maîtrisez, elles soient en avant. Et nous, on s'accroche aussi beaucoup à ce qui est, tu parlais de la passion de l'informatique, les gens qui testent des technos, qui font des projets. Et ça, pour le coup, c'est souvent des choses qu'on va venir regarder et qui vont popper sur les CV parce qu'on va se dire, tiens, c'est cool, vous avez... tester des trucs, quoi. Et ça, les projets, c'est important pour moi à mettre en avant. Il y a la question de photo, pas photo. En vrai, de toute façon, on se verra en vrai. Donc, vous pouvez mettre la photo dès le démarrage. Mais c'est pas aujourd'hui quelque chose qui est obligatoire. Mais en toute honnêteté, on l'a quasiment sur tous les CV maintenant. Donc, c'est toujours bien de la mettre. Mais sinon,
ça, c'est quand même OK, quoi. Mais surtout, j'ai déjà une présentation sur la claire. photo, pas de filtre Instagram. Ah oui, Juste pas de une filtre. photo simple, un petit sourire tranquille, pas besoin de s'enflammer, avec pas besoin non plus de se mettre un costume ou des fois on voit des trucs. Ouais. Juste une photo de vous normale, Ouais, normal, ouais. genre sans Ouais. filtre, sans lapin, sans cœur, Qui vous ressemble, quoi. voilà, Ça. basique en fait. C'est pas, on n'est pas dans un truc de dating non plus, quoi. Donc Ouais. genre, on n'a pas besoin de se mettre en avant particulièrement, juste la photo où vous apparaissez normal. Ouais, donc c'est clair. Hein, Claire? Oui, c'est bien. C'est bien. On voit beaucoup de choses. Alors, il y a la fameuse question de la lettre de motivation. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que nous, chez Axe Open, elle est obligatoire? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors moi, j'ai un avis qui est que j'aime bien avoir, alors que ce soit sur une format d'une lettre ou d'un petit mot qui accompagne en tout cas la candidature, d'avoir les motivations de la personne. En gros, en entreprise, on aime bien se faire mousser. Donc, on est content quand les gens nous montrent qu'ils ont envie de venir. Et ça fait la diff. C'est pareil de se dire que on fera la différence entre un candidat qui envoie 15 000 fois le même CV à 15 000 offres dont il n'a même pas pris la peine de savoir réellement ce que c'est, que quelqu'un qui s'est impliqué pour rédiger quelque chose, même si, encore une fois, vous n'êtes pas des littéraires, c'est pas le sujet et tout ça, au moins de dire pourquoi est-ce que j'ai envie de bosser avec vous, quoi. Et ça, pour moi, c'est essentiel, ne serait-ce que, alors pas forcément du formalisme d'une lettre de motivation, mais au moins de l'écrire à côté et d'avoir des choses claires et personnalisées. Est-ce qu'avec l'arrivée de ChatGPT, c'est pas un peu obsolète, ce genre de contenu qui est très facilement générable Il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent, beaucoup. De toute façon, les lettres de motivation, tu trouves des exemples de partout. Oui, bien sûr, il y en avait déjà très beau. Enfin, avant, sur Internet, tu tapais déjà exemple. Justement, c'est ce qu'on disait, je pense, avec Camille, c'est les quelques mots que tu vas mettre. Nous, dans le formulaire, on a quelques mots à mettre, c'est là où tu dois faire la différence. Et ça sert à rien d'en mettre des pavés. Si tu fais 3 phrases humaines dont on sait qu'elles sont écrites par un humain, il n'y a pas trop de fautes d'orthographe et tu as dit un truc, arrêtez de vouloir mettre des formules que vous ne maîtrisez pas. On sait très bien que le veuillez agréer, vous ne maîtrisez pas ces formules. Donc, n'essayez pas de faire ça, mais juste de dire simplement les choses. Moi, je rajouterais 2 choses sur ce que tu as dit, Camille, sur le CV. Il y a 2 trucs, moi, je trouve, qui manquent systématiquement sur le CV. Alors, on parle toujours de la projection long terme, mais arrêtez de venir nous expliquer vos problèmes à vous. J'ai besoin d'un stage pour finir un diplôme. Enfin, on s'en beurre, quoi. Franchement, on s'en fout. Et à nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne et ce qu'elle va travailler chez nous. Donc, une petite phrase pour dire, ne serait-ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du développement et ce qui m'intéresse à fond, c'est de participer à des applications dans une équipe de développement, c'est suffisant. Je veux dire, ne pas m'expliquer que vous avez des compétences et que vous allez mettre je sais pas quoi, au service de l'entreprise. Ou je sais pas, ça, c'est les phrases vraiment classiques. C'est des phrases bateau, quoi. Mais juste de dire, moi, j'aime bien travailler en équipe, j'ai envie de faire du développement et c'est ma passion, ça suffit. En fait, on n'a pas besoin de plus, nous, dans notre métier, en tout cas. Et l'autre chose qui m'énerve, mais ça, moi, je sais pas, Camille, on sera peut-être pas forcément liés. Déjà sur le coup de gueule, là. Moi, les gens qui envoient un CV qui s'appelle scan 1 entre parenthèses 2.pdf, ça me rend hystérique. Non, mais ça me rend fou. Le nommage des fichiers. Ce niveau de je m'en foutisme qui fait que t'es même pas capable de renommer les pièces jointes que t'envoies. Je sais pas, il y a peut-être que moi que ça me rend. Non, moi j'ai toujours mis le nom de l'entreprise à laquelle je postulais. Et en plus, dans la lettre de motivation, j'aime bien mettre un peu Enfin, je me suis baladée sur le site de l'entreprise. Mettre que je suis allée me balader dessus. Ne serait-ce que sur le nom du fichier. Parce que c'est pas parce que c'est un formulaire de contact qu'on n'a pas le nom de votre fichier de base. Ça me rend fou. Ça me rend fou, le scan 1 V2 entre parenthèses 4.pdf, ça me... Moi, je pense qu'il y a des petits points d'attention qu'on peut donner sans trop se casser la tête, et c'est ça qui peut démarquer les personnes, en fait. En fait, ce que dit pas Camille, mais ce qui est dit de manière transparente ici, c'est qu'on a un premier filtre sur le CV où, en fait, c'est pas tellement vos formations, on vous élimine 90% des CV, je sais pas quelle est les stats, sur des fautes. Vous faites des fautes graphiques, orthographiques, de je m'en foutisme au sens large, et c'est ça qui fait l'élimination des 90 du début, parce qu'on n'a pas de critères objectifs, au début on vous a pas vu. Donc en fait, il faut pas se faire éliminer sur des trucs comme ça, et Dieu sait qu'on en voit énormément de gens qui sont éliminés que sur ça. Moi, je pense qu'il faut, pour compléter un petit peu ça, se relire. Ouais. Parce que nous, on a il n'y a pas 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Hein, Wow.
Incroyable. Punchline. Et pour le coup, nous, on a vraiment quelques secondes, entre guillemets, pour regarder et apprécier la candidature. Et pour le coup, le moindre truc, on le voit, en fait. Et donc, on se dit, mince, la personne s'est même pas relue avant d'envoyer. Bon, c'est dommage. Moi, j'ai le cas où on se trompe de nom d'entreprise, par exemple, ou de choses comme ça. Bon, Ça fait mal, ça. Moi, j'avais ça le fait pas, le quoi. gars où il avait la lettre de motivation pour m'expliquer quand s'était placé comme leader mondial. Bientôt. Ouais. Oui, bien. Oui, il avait de l'ambition, je pense. Un visionnaire. Ok, et juste pour conclure sur les éléments de la candidature, est-ce que mettre un lien GitHub, c'est un plus? Est-ce qu'on regarde? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Clairement, le fait de faire des projets perso, c'est un vrai plus pour la candidature. Alors, je ne sais pas si dans le pré-filtre qui est fait, c'est vraiment très important. Mais quand on commence à avancer un peu dans le process de recrutement, souvent, il y a une attention qui est portée sur ces liens-là pour aller voir un peu ce qui a été fait, dans quel cadre ça a été fait. Donc, on retrouve souvent les projets d'école où on voit qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a bossé dessus. Et donc, voilà. Mais quand il y a un vrai projet perso et qui est tenu et qui est même maintenu, souvent, c'est un gros plus pour se dire, il est passionné, il ne le fait pas juste parce qu'il a vu de la lumière et de la chaleur dans un local. Et donc voilà, c'est une vraie importance de prendre ces sujets-là et de faire des sujets à la maison et puis de les publier. Okay. Pour vous, pour la personne qui apprend, il n'y a rien de mieux que de mettre les mains dans le cambouis et de faire un vrai projet. Et puis quand même, faire des erreurs sur son propre projet perso, c'est pas éliminatoire. Enfin, je veux dire, on va pas regarder en détail le code que vous avez produit. Non, et puis ça montre quand même l'envie de faire mieux. Donc voilà, c'est un bon point, c'est un vrai bon point. Ok, vous savez quoi faire, vous avez toutes les cartes en main. Donc l'étape suivante, c'est l'entretien RH. En général, il y a un entretien RH et un entretien technique. Donc on va parler dans cette partie du podcast sur l'entretien RH. Comment est-ce que ça se prépare, cet échange, ce premier échange avec un humain? On n'a pas l'habitude, en fait. Non. C'est pour ça. C'est Camille qui va parler, parce que Camille n'est pas un humain. C'est une IA. Très bien fait. Très bien fait. Non, moi je dirais effectivement, alors le premier entretien RH, il est souvent un petit peu compliqué, surtout chez les juniors, parce que vous en avez pas vu beaucoup. L'idée, je pense qu'il faut effectivement se préparer un petit peu. Pour moi, les grandes clés, c'est de s'être renseigné un minimum sur l'entreprise. Pas de connaître tout par cœur parce qu'on s'en fout, mais au moins de savoir à quelle entreprise on a postulé, à quel poste on a postulé, et de montrer qu'on s'intéresse un petit peu et qu'on a compris ce que faisait la boîte. Pour moi, c'est le minimum. Et en vrai, vous passez une demi-heure sur un site internet, c'est fait. Enfin, voilà. Et du coup, cette peine-là, tout le monde ne la prend pas. et typiquement, c'est quasiment éliminatoire, quoi. Des choses comme ça. Donc, pour le coup, savoir se présenter. Ça, c'est... quasiment tous les recruteurs vont vous le demander à un moment donné. C'est parce que potentiellement, des fois, on arrive en rendez-vous et on a à peine relu le CV. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir le temps de repréparer. et donc, savoir se présenter, c'est se dire, en gros, qu'est-ce que j'ai fait en termes de formation, si j'ai des expériences pro, qu'est-ce que j'ai fait, savoir expliquer 2-3 projets, et surtout, pourquoi est-ce que vous êtes là, et ce que vous avez envie de faire, quoi. Après, vous construisez, il faut s'entraîner un peu devant sa glace auprès de ses proches, etc. Mais savoir se présenter clairement sans faire 5 minutes de discours. Donc, ça doit tenir en 2 minutes, une présentation assez concise. Et pour le coup, ça, c'est un exercice... je pense qu'à l'école et tout, on commence à le bosser et tout ça. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui tombera quasiment systématiquement, quoi. Et puis, juste pour la vraie vie, c'est qu'une fois que vous êtes embauché, dans votre vie professionnelle, vous allez être amené à vous présenter 1500 fois. Parce que dans 1000 réunions, il y aura des gens qui ne vous connaissent pas et on fait toujours un tour de table dans chacune des réunions. Il faut se présenter synthétiquement en 1 ou 2 phrases. Donc, c'est un exercice qu'il faut savoir faire. Comme dit Camille, c'est pas juste à l'entretien, c'est toute votre vie derrière que vous allez être amené à faire ça. Et puis après, en basique, être à l'heure quand on fait ce premier entretien. Et en petit conseil, être souriant. C'est toujours... c'est Camille qui dit ça. Toujours... c'est moi qui dis ça, alors qu'en visio, je sais que j'ai toujours une sacrée tête, mais c'est parce que j'ai ma tête de concentré. Je précise à tout le monde. Mais ouais, non, enfin, montrez que vous avez envie et surtout soyez naturel et pas de bullshit, quoi. Parce qu'en fait, on le verra à un moment donné. Bon, déjà, souvent, on le voit en vrai quand il y a du bullshit, mais si jamais vous êtes un peu bon acteur, etc., et que vous passez les mailles de ce premier entretien RH, de toute façon, à l'entretien d'après, qui est technique... voilà, généralement, ça passe pas, quoi. Donc voilà, soyez vous-même et honnête, parce que de toute façon, ça sert à rien de mentir, quoi.
Donc, Et aussi, il faut préparer 5 défauts et 5 qualités. Ah, ça, c'est... Alors, horrible, c'est cette la question. question qu'on a tout le temps. j'allais dire, ça existe encore chez certains recruteurs, donc ça peut arriver, donc préparez-vous. Bon, nous, c'est pas tant... Enfin, moi, en tout cas, je pose pas cette question, c'est un parti pris. On connaît vos 5 défauts. Voilà. donc bon, voilà. Qu'est-ce qui fait que lors de cet entretien, parfois, ça ne fonctionne pas ? Bah, ça rejoint un petit peu les clés d'avant. Quelqu'un qui a pas, typiquement, qui s'est absolument pas renseigné sur l'entreprise ou qui a pas compris en fait le poste auquel il postulait, ça arrive parfois. Et donc bah voilà. Et après il y a des fois où on se rend compte qu'on est juste pas aligné en fait, qu'on n'a pas les mêmes envies que nous. Bah ce qu'on recherche en tant que personne, les clés etc. sont pas les mêmes que ce à quoi s'attend la personne. Et donc bah à ce moment-là c'est un match en fait qui se fait. Faut bien se rendre compte. Genre, je ne vais pas comparer ça à Tinder, mais quand même. Mais l'idée, c'est que vous choisissez... Enfin, l'entreprise vous choisit, mais vous choisissez l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment au même niveau, quoi. Il n'y a pas un truc un peu plus haut que l'autre. Il faut vraiment que le match se fasse. Et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté avant. C'est se dire, bah, on est raccord tous les deux sur ce qu'on souhaite. Est-ce que le terrain est favorable, quoi ? Est-ce qu'on se rejoint ? Et c'est ça qu'on va vraiment venir chercher dans ce premier entretien. Et comment est-ce qu'on conclut cet entretien RH ? Est-ce qu'il faut forcément préparer des questions ? Comment est-ce qu'on arrête Qu'on arrête l'entretien. Alors c'est bien. J'allais dire, c'est toujours bien d'avoir une ou deux questions sur l'entreprise et d'éviter pareil les questions un petit peu bateau qui peuvent parfois être posées, mais profitez-en pour poser des questions sur l'organisation de la boîte ou sur des choses peut-être plus précises en termes de code, comme sur les outils qu'on utilise, j'en sais rien. Mais en tout cas, montrer que vous êtes un peu intéressé, une ou deux questions, c'est toujours bien, quoi. Ok. Donc, imaginons que tout roule, on avance dans le process. Et donc, on arrive à la partie entretien tech. Donc, il y a parfois des étapes intermédiaires qui permettent de vérifier les compétences techniques. Là, on va parler de l'entretien d'embauche tech. Donc, c'est Quentin qui s'en occupe ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Est-ce que je peux faire juste une pré-intro et après je laisse Quentin, parce que je pense qu'il y a un truc important à dire et qu'on n'a pas dit. C'est que quand vous êtes dans un entretien, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'entreprise, elle a besoin de recruter des gens. Ce qui veut dire qu'elle a besoin, c'est qu'il y a un besoin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inférieur par la nature de la discussion avec la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, qui va recruter, elle a des objectifs clairs de recrutement qui lui sont assignés. Et donc, elle doit trouver des gens. Donc, c'est-à-dire que quand elle doit trouver des gens, ça veut dire que globalement, ça ne l'arrange pas de vous éliminer. C'est pas son job. Au contraire, si elle vous élimine, c'est qu'elle a perdu du temps, c'est que ça va pas aller bien. Donc, arrêtez le syndrome de l'imposteur arrêtez de vous mettre dans une posture où vous êtes inférieur à la personne en face. Encore une fois, Camille l'a dit, c'est comme un peu Tinder, c'est qu'à la fin, on va travailler ensemble. On va travailler d'égal à égal dans un projet, dans une équipe, peu importe. Donc ça veut dire qu'il faut que vous rehaussiez votre niveau de jeu en disant « je ne suis pas là pour chercher quelque chose, mais je suis là parce que l'autre a peut-être besoin de moi dans ce truc-là ». Et donc du coup, de remettre un rapport d'égalité. Et je pense que c'est ce rapport d'égalité qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entretiens qui se passent mal, parce qu'en fait, on sent qu'il va falloir tellement aller le chercher que ça c'est pas ça. Donc il faut reprenez confiance en vous disant la personne qui est en face de vous, elle a besoin de vous, et en fait, ça l'arrangerait qu'à la fin de l'entretien, elle dise c'est vous qu'il faut que je prenne. Je sais que c'est pas facile en plus de dire non. C'est chiant, c'est déceptif en fait. Ouais, c'est déceptif. Et du coup, on est super content quand on se dit ah ouais, j'ai une personne, je pense que ça va le faire. Et en fait, on est super heureux. Enfin, en tout cas, ça va le faire quand on les met, quand on se dit on va le passer à l'entretien technique. Je vais laisser Quentin y aller. Et là, on prie pour que ça passe. À la guillotine. Voilà, on prie pour que ça passe. Par contre, l'entretien technique, il n'y a pas d'égalité. Hein. L'entretien technique, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe déjà un petit entretien oral avant où on se parle un peu sur les ambitions, sur faire un état des lieux, on va dire, de ses compétences. Donc, il y a en tout cas dans le cadre d'Axo, je refais toute une passe sur les technos déjà à travailler un minimum sur lequel on se sent à l'aise. Et ensuite, il y a la mise en place de l'exercice avec un PC mis à disposition et dans lequel on vient challenger un peu les compétences techniques de la personne. L'idée de cet exercice-là, c'est pas intrinsèquement de forcément réussir l'exercice en tant que tel, puisque en fait l'exercice, il y a toujours deux niveaux. Il y a un premier exercice très simple, le but c'est de voir si on applique simplement les consignes, et le deuxième par contre est beaucoup plus complexe. L'idée de ça, c'est juste d'arriver à potentiellement avoir une discussion pour expliquer son problème sur lequel on est bloqué et quelle est l'idée qu'on y met en face pour essayer de résoudre ce problème-là.
et beaucoup butent sur ce point-là, c'est-à-dire qu'ils s'enferment dans le fait de je vais certainement pas communiquer avec les gens qui sont autour de moi parce que je veux surtout pas interférer dans le truc. Et on se retrouve souvent dans des situations où la personne est bloquée depuis quasiment le début du deuxième exercice, n'a pas avancé, se dit juste j'y arriverai pas. Et donc quand on revient à la fin et puis qu'on se dit alors ça a été, fais-moi un petit débrief à chaud, il se dit en fait non seulement j'ai été bloqué, mais en plus j'ai pas avancé du tout parce que je savais pas comment résoudre ce problème-là. Et donc la question que j'aime bien poser en général, c'est t'as demandé de l'aide autour de toi, t'es au milieu de l'open space avec tout le monde autour de toi, que des développeurs, donc sers-toi-en. C'est aussi ça l'esprit quand on arrive tout du moins à Axe Open, c'est qu'on se sert des ressources qu'on a autour de soi. Généralement je l'explique en plus pendant l'entretien avant, donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir un échange et de se dire si demain j'intègre Axe Open, déjà j'ai toutes les ressources en ligne disponibles, il n'y a pas de piège là-dessus, il n'y a pas de site interdit ou de genre de choses comme ça, mais surtout l'interaction qu'on pourrait avoir avec les autres dans l'open space est intéressant, je trouve. Et donc du coup en général si l'exercice qui soit loupé, ça ne m'intéresse, on va dire, pas du tout. L'idée c'est plutôt ce qu'on y met derrière et l'intelligence qu'on a voulu y mettre pendant l'entretien. J'allais dire, c'est plus une histoire finalement de réflexion et de chemin de pensée pour résoudre quelque chose plutôt qu'une finalité de c'est bon ou c'est pas bon, quoi. C'est vraiment ça qui... Puis je pense qu'on le sait. En début de carrière, vous ne savez rien. C'est pas grave. Posons les bases. Non, mais c'est pas grave. Un informaticien, c'est pas quelqu'un qui sait les choses. C'est quelqu'un qui sait chercher l'information, se faire aider et compagnie. Et ce que cherche à faire Quentin dans cet entretien, c'est de se dire, est-ce que demain, cette personne, je la mets dans une équipe, elle est capable de s'intégrer avec l'équipe et de faire avancer le problème ou les problèmes qu'il y a. Et c'est ça qu'il faut réussir à démontrer plus qu'une capacité technique quelle qu'elle soit. À résoudre le problème. Pour une petite anecdote, à l'époque où je suis arrivé, c'est Philippe qui a fait mon entretien, il n'y avait pas tous ces process. Et Philippe m'a dit littéralement, de but en blanc, de toute façon je sais que tu sors de l'école, je ne vais pas te poser de questions techniques, je sais que vous n'êtes pas au niveau. Et ça fait combien de temps que t'es là? Et ça fait 7 ans que je suis là, donc voilà. Et il est toujours pas au niveau. Non mais je veux dire, faut pas... Moi ce qui m'horripile vraiment quand je fais des entretiens, et j'en fais pas souvent, heureusement, c'est pour le bien de tout le monde. Mais je veux dire, le concept de les gens qui me mettent des étoiles, genre ils sont 3 sur 4 à JavaScript, tu vois. Ou à HTML, au moins ça me rend fou. 3 sur 4 à HTML, c'est-à-dire quoi? Tu connais les 3/4 des balises? En fait, je vois pas ce que ça veut dire, tu vois. Je veux dire, voilà, et en début de carrière, de toute façon, on sait que vous savez pas coder. Enfin, je veux dire, c'est normal, vous avez jamais codé. Enfin, je pense, Arthur, quand t'es arrivé dans la boîte, tu savais pas coder. C'est pas grave. Et ça, je veux dire, quand vous êtes en début de carrière, n'ayez pas honte. En fait, ce qu'on veut, c'est la motivation. Si vous arrivez en entretien et clairement, quand on vous dit est-ce que vous maîtrisez le Java, et si votre réponse c'est pas du tout, mais franchement, je vais me déchirer et j'ai envie d'apprendre, et s'il faut, je bosserai le soir. Ça vaut beaucoup plus. C'est fini. Le sujet, il est plié. Vous êtes pris. Parce que après, vous passerez peut-être pas la période d'essai parce que vous n'arrivez pas à réussir à délivrer. Mais c'est ça qu'on a envie d'entendre. Le gars qui arrive et qui nous dit si je maîtrise à fond Java, et puis tu lui poses 3 questions et du coup tu t'aperçois qu'il te ment, du coup là t'as pas envie trop de l'avoir chez toi, quoi. Mais c'est comme, je veux dire, encore une fois, mettez-vous toujours dans la posture du mec qui recrute et vous dites, est-ce que vraiment le fait d'essayer de l'embobiner, c'est vraiment ce que vous auriez envie qu'on vous fasse à vous, quoi. Et c'est la sincérité qui prime. C'est sûr. Et puis surtout se dire, est-ce que ça va le faire avec les autres collègues qui vont être là? Est-ce qu'il y a une confiance qui va s'installer dans la discussion, quoi? S'il n'y a aucune discussion et que la personne se renferme sur elle-même, si le gars, il regarde, on en a plein, des gars, ils regardent leurs pieds toute la journée de l'entretien, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec un gars comme ça dans mes équipes? C'est aussi simple que ça. Donc ne pas regarder ses pieds. On sait que vous êtes timide, on sait que mais il faut qu'on sente qu'il y a un humain qui a envie de s'intégrer dans une équipe. Ok. On sait que tous les développeurs aiment le Japon. On le sait, c'est une constante. Le bingo. On va pas en dire beaucoup plus sur l'entretien technique pour pas donner tous nos secrets non plus. Mais il y a quand même une question qui revient souvent et à laquelle je pense qu'il est nécessaire de répondre, c'est la question de la tenue vestimentaire. Comment est-ce qu'on s'habille quand on vient passer un entretien technique? Est-ce que c'est important? Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en pense? Un minimum. On est dans un milieu professionnel. Le short tongue et compagnie, ou le jean, enfin pas le jean, le survêt. Ça fait pas très professionnel. On se dit, si demain je dois le projeter 2 secondes avec un client, ça va être un peu compliqué. S'il est en survêt, ça fait pas très classe. Donc je dis pas d'arriver chemise, cravate avec tout ce qui va bien, parce qu'en fait ça sert vraiment à rien. Mais un polo avec un jean, ça fait juste l'affaire, quoi. C'est le strict, la base, quoi. Je sais pas, Philippe, ce que t'en penses? On n'a pas le même âge. Non, on n'a pas le même âge. J'aurais un avis différent. On sait que la manière dont vous habillez à l'entretien, c'est le top de ce que vous pouvez faire. Donc si vous arrivez en jogging, la seule chose qu'on se dit, c'est oh là là, si le jour où il va vraiment venir, ça va être pire. C'est ça qu'on se dit. Ouais. Donc du coup, on sait très bien que quand tu viens d'entretien et que le gars il vient en chemise,
Bon, il est au top, quoi. Il est au top. Déjà, on sait qu'il va pas mettre de chemise toute sa vie. C'est pas grave. On voit au moins qu'il a fait l'effort de. Et l'effort de, encore une fois, dans l'entretien, ça compte. L'effort de. Et même si vous mettez un costume, on vous le reprochera jamais. Non. C'est-à-dire, même si vous mettez un costume qui est mal taillé, vous avez pris celui de votre père, ou qui est tout petit, tout grand, ou que vous avez mis des talons parce que vous avez été une fille et vous avez tenté de faire un truc improbable que vous avez fait, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Il y a un geste. Ouais. Il y a un geste, voilà, c'est ça. Et qu'on n'ait pas l'impression que vous sortez de votre lit, quoi. C'est juste ça, quoi. Un petit coup de peigne aussi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Peu importe, il faut qu'on sente qu'il y a une tentative. Ok, très bien. Bah, merci pour tous ces conseils. Je vais juste ajouter un dernier point, parce qu'on a beaucoup parlé, et on nous l'a souvent reproché, les gars. Mais la réalité du recrutement et des écoles, en fait, c'est qu'il y a très, très peu de filles. Mais faut aller dans les écoles pour se rendre compte de ça. Et ce qui fait que quand vous avez que 10% de filles dans les formations, on ne peut pas... on prend déjà des tics de langage, et en fait, on ne peut pas recruter 50% de filles. Tu vois. C'est pas possible. On aimerait bien. On aimerait bien, en toute honnêteté, en avoir un petit peu plus, mais en fait, la réalité est là. Donc, ne fusillez pas sur les abus de langage de les gars. C'est parce que c'est comme ça, et qu'on voit beaucoup plus d'hommes proportionnellement que de femmes. Donc voilà, c'est juste pour le petit point. T'as raison de le noter. Je le précise, parce qu'on sait, même des fois des clients nous disent vous dites souvent les boys. En fait, des fois on dit des gars, alors qu'en fait il y a des filles dans les. Il y a des filles aussi, et c'est moi juste, aussi je dis des gars. Moi aussi, en fait, tu vois. C'est un travers du métier, et t'as bien raison de le corriger. Il faut trouver un terme plus inclusif. Ouais, en fait, ce qui est dur, c'est de trouver un terme inclusif, mais qui soit détendu. C'est pas les équipes, c'est un petit peu la team. Après, il y a les collabs. Les collabs. Les collabs, les techs. Les techos. Les tacos. Mais bon, non, c'est pas facile. Ok, eh bien, merci à tous pour tous ces conseils qui, on l'espère, vont vous aider à réussir vos candidatures et à trouver votre job de rêve. On verra ceux qui écoutent nos podcasts. On va avoir que des trucs incroyables. Parfait. On va passer à la traditionnelle partie coup de cœur. Qui a un coup de cœur à nous partager? Philippe. J'ai un coup de gueule, moi. Mais... C'est juste après. Un coup de gueule. Est-ce que deux coups de gueule remplacent un Allez, double coup de gueule. C'est toujours aigri au final. Alors, double coup de gueule. C'est le coup de gueule. Premier, en lien avec le recrutement. C'est, comme l'a dit Camille, c'est très compliqué de gérer les CV dans une entreprise. On en reçoit des grandes quantités. Généralement, dans toutes les entreprises sur lesquelles vous allez postuler, il y a un process de recrutement qui est défini. Et généralement, il y a un formulaire où il y a un canal d'acquisition du CV qui est, j'ai envie de dire, le canal prioritaire. Moi, quand je reçois des CV par mail, dont le gars n'a pas testé, ou les personnes, ou la personne n'a pas regardé sur le site qu'il y avait un formulaire spécifique pour le recrutement, c'est se mettre hors du process de recrutement. Et en fait, en informatique, quand vous êtes hors process, vous n'existez pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez être recruté par une entreprise, allez sur le site, faites l'effort de rentrer dans les fourches codines du recrutement. C'est la seule manière de faire. Les CV qui sont hors périmètre, ils sont supprimés systématiquement. Et c'est parce que vous avez la flemme de vous mettre dans l'esprit de l'entreprise. Ça, je pense qu'il y a aussi un côté où le mec il se dit ah ouais mais je vais passer entre j'ai les eu mains un du contact. filet, j'ai eu un contact privilégié, et du coup il va pouvoir me regarder en mais priorité. dans la vraie vie, Oui, non, mais on reçoit surtout toi, des centaines de mails par jour, et du coup les mails ils sont supprimés, alors que quand ils sont passés dans le process de l'entreprise, vous aurez toujours une réponse, parce que c'est fait comme ça. Moi, je reçois aussi beaucoup de demandes sur LinkedIn qui me demandent justement s'il y a une offre Expen. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent de plus en plus sur LinkedIn. Ouais, qui t'envoient des messages. Ouais. Et après, c'est vrai que sur le site, en fait, c'est. Mais après, oui, enfin, de toute façon, on les redirige toujours sur le site. Mais c'est pareil, là, je pense à tous ceux qui envoient les trucs sur l'adresse contact à TaxOpen et sur aussi les formulaires de clients qui sont dédiés à d'autres choses. Alors maintenant, on a mis une grosse partie sur le site. Pour les candidatures, il y a des trucs qui sont spécialisés et c'est vrai que, voilà. Quand on passe hors process, on a moins de choses. En fait, vous tombez dans les entreprises, si vous envoyez des mails pas à l'endroit du recrutement, en fait, ils sont perdus dans la nature. Quoi. Donc, ça sert à rien de le faire. En fait, vous gagnerez rien à le faire. Vraiment, rien à le faire. Tu supprimes tout de suite, toi? Supprime direct. Ah ouais. Non, mais moi, c'est toujours pareil. C'est sur un autre logiciel, donc. Non, mais surtout que si t'es pas prêt à faire l'effort de lire la page recrutement en gros, tu vois, c'est que t'as pas travaillé, quoi. C'est de la candidature générique. Candidature générique, comme on l'a dit, poubelle. Envoyez-les-moi, moi je les transfère à Camille. C'est vrai que tu fais ça? Oui, en général, je transfère à Camille. Il y en a qui ont des passe droits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ont des passe droits.
Donc, j'ajoute aussi, il y a certaines personnes qui viennent directement dans les locaux pour poser leur CV. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal non plus. Donc, on jette à la poubelle. Non, on va essayer de répondre, mais c'est vrai que ça peut plus souvent passer à la trappe qu'un CV qui est dans le process, en effet. Mais il y a quand même la démarche de venir directement. Non, ça vous touche pas? Bah, ouais, puis ça se fait plus trop en réalité maintenant. Peut-être dans l'informatique ou informatique, quoi. Ouais. Faut se rendre compte que nous, quand vous mettez un CV dans le process normal, ça finit dans un logiciel qui va être traité derrière, etc. Donc si vous arrivez, vous donnez votre CV à la main, elle fait quoi la personne? Il faut qu'elle le scanne, qu'elle le mette dans le logiciel ou qu'elle le traite tout de suite, mais elle n'a pas le temps. Enfin, faut, comme disait Philippe, si vous n'êtes pas hors process, vous n'existez pas. En fait. Mais c'est vrai dans l'informatique de manière générale, c'est-à-dire que si vous êtes hors process... Le cas n'est pas prévu. c'est ça. C'est un bug. Erreur 500. Tu avais un autre coup de gueule, Philippe? Oui, un autre coup de gueule, et toujours en lien avec le recrutement. J'ai bossé. Sur tout ce qui est job board un peu générique, type, on peut les citer, les Indeed ou les trucs comme ça, où vous avez l'impression de postuler facilement parce qu'il vous suffit de cliquer sur un bouton. Sur un bouton. C'est de la daube. Enfin, je veux dire, c'est de la daube. Je sais pas, Claire, Camille, vous aurez un meilleur avis que moi là-dessus, mais vous jetez 190% de ces candidatures, ça vaut rien. Alors, c'est même pas, on ne les traite pas parce que c'est marqué clairement sur nos offres que toutes les candidatures doivent être postées sur le site web et non via ces plateformes. Donc, elles sont pas traitées. Ouais. Donc, c'est simple et c'est encore une fois le reflet d'un non-effort incroyable qui est juste cliquer sur un truc, clac. Mais vous autorisez ce partage d'offres sur ces plateformes? C'est le seul moyen d'être visible. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait de publier et d'être visible sur une plateforme, et il y a le fait de faire une candidature. Et toi, typiquement, en tant que tu as développeur, quand tu vas rechercher un job, tu vas taper sur Google, poste de développeur Java, je cherche, machin. après je vais sur le site cherches, et je regarde tu vas sur l'entreprise. Et ensuite, voilà. Et typiquement, nous, Indeed, en toute transparence, on s'en sert pour dire, bah voilà, on a des offres d'emploi. L'offre d'emploi, si tu la lis jusqu'au bout, c'est marqué pour candidater et on t'explique comment faire, c'est-à-dire aller sur le site et machin. Et voilà. Et en fait, donc si t'as pas lu l'offre d'emploi jusqu'au bout ou que tu candidates, du coup, il candidate, bah voilà. Mais donc c'est, tu vois, moi souvent, dans ma vie personnelle, on m'envoie des fils ou filles d'amis qui trouvent pas de travail et ils me disent ouais, j'ai envoyé 500 CV la semaine dernière, j'ai pas trouvé. Bah, la première chose que je leur dis, c'est si t'as envoyé 500 CV et que t'as pas eu un seul entretien, c'est que t'as fait n'importe quoi. Enfin, t'as fait n'importe quoi, c'est pas de la qualité, tu t'es pas renseigné, compagnie. Parce qu'en fait, si vous respectez, et ce qu'a dit Camille, si vous avez un CV classique et vous avez respecté les règles qu'on a données ici, vous êtes forcément pris à l'entretien. Enfin, vous allez forcément jusqu'à la phase d'entretien. Si vous êtes éliminé avant, c'est parce que vous êtes éliminé par différentes manières. C'est qu'il y a forcément à un moment donné je sais pas, c'est clair, dites-moi, mais... De toute façon, à un moment donné, si t'as encore une fois, si t'as envoyé une masse de candidatures et que t'as pas une réponse positive, faut se poser des questions sur sa candidature. Parce qu'il y a forcément une entreprise pour vous. Enfin, il y a, encore une fois, c'est un match, donc soyez pas offusqués parfois. Ça matche pas avec une entreprise, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, en fait, des entreprises, il y en a plein. C'est un marché porteur, donc c'est déjà une chance. Il y a quand même, je pense en ce moment même encore pas mal d'offres de développement et tout, donc il y a plein de choses. Après, effectivement, si c'est souvent à un moment donné que vous n'avez pas de réponse, etc., c'est qu'il y a un problème de votre côté. Et en vrai, n'hésitez pas à aller vous montrer à vos proches, vous demander aux gens leurs avis. Et je vais en profiter pour... En tant que recruteur, on n'a pas le temps. Nous, on répond quand c'est négatif. On vous dit qu'on ne vous prendra pas, etc. Donc, vous avez une réponse à votre candidature. On fait déjà cet effort-là, que tout le monde ne fait pas. Mais ensuite, on n'a pas le temps de faire... On ne peut pas faire du cas par cas. On ne peut pas prendre une demi-heure pour expliquer à chaque personne pourquoi et pourquoi et pourquoi. Parce que souvent, les gens nous demandent, mais c'est quoi les raisons du refus ? Et en fait, on peut pas passer du temps parce que sinon après on change de métier et on est, je sais pas comment, Pôle Emploi ou j'en sais rien. Et il y a des gens qui sont qualifiés pour vous aider à faire les candidatures. Je pense notamment à Pôle Emploi dans des accompagnements, dans les écoles. Normalement, les gens ont des cours. Enfin voilà, il y a plein de gens qui peuvent vous donner des idées, mais en tant que recruteur, réellement, en fait, on voudrait bien, franchement, le faire, mais on n'a pas le temps. En fait, on peut pas dédier une personne à temps plein pour faire ça, quoi. C'est pas possible. Tu leur dis non quand ils viennent à l'entretien ou même le CV candidature même qui le passe CV, par le process qui passe par le process, on répond systématiquement. Okay. Donc, à un moment donné, et je pense que c'est éthiquement, c'est notre devoir, en tout cas, une personne qui a pris la peine de faire une candidature chez nous, c'est notre devoir de l'informer du résultat de la candidature. Dans le process. Dans le process. C'est pour ça que j'ai bien dit
dans le fois. On rappelle, process. là, vous n'existez Ouais, pas. moi, une Pour fois, nous, on m'a pas du tout rappelé, alors qu'il y avait eu l'entretien et tout. Je trouvais ça un peu. Ah ouais, en plus, quand t'as Ah, eu c'est- l'entretien. ouais. Bah, pour le coup, nous, tu vois, on s'attelle. Alors, Ils t'ont ghosté, quoi. Ah Ouais, 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 ton complètement. côté. Ouais, non, c'est. mais pour le coup, non, nous, on essaye, tu vois. Alors, il y a peut-être, je dis pas, il y a peut-être 2 ou 3 personnes, et je m'en excuse, qui sont passées à la trappe. Mais en tout cas, on répond, et pour moi, c'est normal. T'as fait une demande, on te répond. Mais par contre, encore une fois, on peut pas faire du cas par cas et tout. Et quand vous serez en entreprise un jour, vous vous en rendrez compte. Si un jour vous passez de ces côtés-là, que vous pouvez pas faire ça, quoi. Eh bien, merci pour tous ces conseils, encore une fois. On va passer à la conclusion et avant ça, à l'actu des Técos avec Théo. Lâche Info, c'est l'actu des Técos. Pour aujourd'hui, je vais vous présenter 2 actus. La première, pour bondir sur une de nos dernières interviews, on va parler sécurité. Il y a l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a sorti 2 documents. Un communiqué de presse et un document PDF disponible sur leur site qui s'appelle Panorama de la cybermenace, donc qui reprend toute l'année 2023 et qui récapitule plein d'informations. Pour résumer globalement, on apprend que la tendance elle est à la hausse avec 30% en plus d'attaques par rapport à 2022 et que les cibles principales, donc ça serait les TPE, les PME et les ETI. Donc à suivre tout cela. On a par exemple l'information dernièrement de LDLC qui a fait une fuite de données de clients suite à un piratage tout simplement. La deuxième news, c'est le nouveau produit de OpenAI. Donc on va parler de Sora. Vous l'avez sûrement vu, donc c'est un texte to vidéo, donc à peu près 60 secondes de vidéo générée. Donc c'est un type DDPM, donc ça se base sur un modèle probabiliste de diffusion par débruitage. On va prendre des vidéos, on va les bruiter et débruiter pour en obtenir d'autres. Je ne reparle pas donc de tout ce qui est désinformation, contenu préjudiciable et tout ce qui est propriété intellectuelle, qui feront objet de plein d'articles à mon avis dans le futur. Mais vu que Quentin est parmi nous, j'ai une petite fun fact à propos d'Elon Musk qui a porté plainte contre OpenAI suite à des subventions de Microsoft. Ils ont à peu près 13 milliards de subventions de Microsoft. Quand t'es en retard, qu'est-ce que tu veux? Ça Tu lui fais a tout pas ce trop que tu plu. peux pour essayer de ralentir les autres. Hein, donc, c'est pareil. Hein. Mais Microsoft, avec Mistral AI, là, en ce moment, ils essaient de l'intégrer à leur service. Donc, bon, ils sont en avance dessus. Quoi. Et Sora, c'est pour tout le monde? C'est un public ou c'est encore... Actuellement, on a juste des c'est démos pas- pour l'instant. Ouais. À voir, ils n'ont pas encore de date de sortie précise, il me semble. Et ils passent d'abord ce qu'ils appellent des red teams. Donc, ils font d'abord des tests en interne et par des spécialistes pour voir un petit peu quelles limites et quel type de données ils peuvent sortir. Et je pense que ça passera par le GPT+, là. Le fait de payer pour avoir accès. Sûrement. Ce ne sera pas de l'open source comme ChatGPT. Pour le chatbot. Surtout au niveau des ressources qu'ils doivent utiliser pour produire tout ça. Ouais, C'est la des vidéo, donc ça va coûter cher. On parle de haute résolution surtout, donc À suivre. à suivre. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous les speakers. On espère que cet épisode va vous aider. On est toujours preneurs de vos retours. Et puis à bientôt pour un prochain épisode. Et Ciao. on recrute. Et on recrute. Vous pouvez postuler, n'hésitez pas, en passant bien par le site. Le process, Le process.